Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Arrestation d'Ousmane Sonko à son domicile à la cité Kergorgui. Selon les premières informations, le leader de PASTEF est arrêté pour vol et appel à l'insurrection. Le procureur de la République a même sorti un communiqué. Sommet Russie-Afrique, le président de la République rappelle que le continent africain n'est pas en Russie pour mendier. Selon le chef de l'État, l'Afrique a également beaucoup à offrir à ses partenaires. Les coopérations doivent se faire, selon lui, à égale dignité. Et puis à Kermessar, les eaux de pluie ont commis des dégâts. Le quartier fait face à des inondations. Les autorités locales accusent l'État du Sénégal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Arrestation du leader de PASTEF cet après-midi. Selon les premières informations, Ousmane Sonko est poursuivi pour vol de téléphone portable appartenant à un gendarme et appel à l'insurrection. Il a été conduit donc à la brigade des affaires générales. Le procureur de la République, dans un communiqué, affirme depuis un certain temps, il a été relevé à l'encontre du CEO Ousmane Sonko des actes, déclarations, écrits, images et manœuvres sur plusieurs supports et en diverses circonstances. Ces éléments, selon le procureur, outre les lourdes conséquences sur l'ordre public, l'intégrité des personnes et des biens sont consécutifs de faits pénals répréhensibles. Toujours d'après ce communiqué qui rappelle donc les circonstances de son arrestation, le procureur rappelle qu'il a volé avec violence le téléphone portable d'une femme gendarme dont le véhicule était tombé en panne aux abords de son domicile et a aussitôt appelé le peuple par un message subversif divulgué sur les réseaux sociaux à se tenir prêt. Ainsi, le procureur informe avoir instruit la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar d'ouvrir son délit une enquête exhaustive pour divers chefs de délits et crimes à son encontre et toute autre personne impliquée dans cette affaire. Le communiqué donc du procureur de la République qui réagit suite à l'arrestation de Ousmane Sonko. Un autre communiqué, c'est celui du parti PASTEF, parti donc de Ousmane Sonko. Dans un communiqué, le PASTEF rappelle que Ousmane Sonko a été arrêté brutalement par la gendarmerie ce vendredi à son domicile. Le communiqué renseigne donc après une séquestration de 55 jours, Ousmane Sonko, candidat de PASTEF les Patriotes à l'élection présidentielle du 25 février 2024, continue, d'après le communiqué, de subir l'acharnement du président Macky Sall, toujours selon le communiqué contre la volonté du peuple et la stabilité du Sénégal. Le président Macky Sall, dans son projet funeste, d'après les mots du communiqué, d'empêcher par tous les moyens Ousmane Sonko d'être candidat à l'élection présidentielle de 2024, PASTEF les Patriotes exige sa libération immédiate. Mais PASTEF également appelle les Sénégalais à résister constitutionnellement contre ce qu'il qualifie des abus et dérives tyranniques. Un communiqué donc signé par le bureau politique du parti PASTEF les Patriotes. Célébration de la journée mondiale contre les hépatites. Selon la présidente de l'association nationale pour la lutte contre les hépatites, le taux de prévalence dans notre pays est de 9%. Elle fait également le plaidoyer pour la gratuité des soins pour contrer cette maladie contagieuse et non mais curable. Fatou Nguiran est la présidente de l'association nationale pour la lutte contre les hépatites et est ici au micro de Amadou Barry. C'est une maladie qui est là, sournoise, très silencieuse, qui ne vous montre qu'elle est là que quand elle aura fini de faire ses dommages. Pour certains, par rapport à leur immunité, ils peuvent développer des anticorps qui puissent éliminer le virus. Mais actuellement, on est à 9% de la population qui sont en phase chronique. Être en phase chronique, ça veut dire que le virus a fini de s'installer. Nous n'avons pas de siège où recevoir les patients et ça fait partie de notre plaidoyer. Vraiment, nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés, les autorités, que tout le monde sache que l'hépatite est là, que c'est un tueur silencieux car il ne se montre pas.
vous devez payer 10 000 à 10 500 la dose et vous devez le faire en 3 prises, ce qui vous revient à 30 000 ou 31 500. Et c'est pas donné à tout le monde. Qu'on rend gratuit vraiment le dépistage. Lendemain de Achoura, des milliers de fidèles se sont rendus au cimetière de Yoff pour prier pour les défunts, une tradition pour certains citoyens qui viennent se recueillir. Nyanya Dioufnian et Moussa Fall. Des embouteillages devant le cimetière de Yoff où les gens viennent de partout pour se recueillir. Une coutume pour certains à chaque lendemain de la fête d'Achoura, alors que pour d'autres, le vendredi est un jour parfait pour une visite dans les cimetières. Cette dame ne peut retenir ses larmes à chaque fois qu'elle vient se recueillir sur la tombe de son défunt époux. Je viens me recueillir ici à chaque lendemain d'Achoura. Cela fait 1 an que mon mari n'est plus, mais à chaque fois que je reviens ici, je ne peux m'empêcher de verser des larmes. À chaque lendemain de la Tamkharit, elle vient prier pour ses beaux-frères et parents. Je viens formuler des prières pour mes beaux-frères, de même que ma famille à chaque lendemain de la fête d'Achoura. C'est devenu un rituel pour moi. Venu en compagnie de sa maman, il ne rate jamais un vendredi pour venir prier pour son papa. Je suis venu prier pour mon papa. Il me manque énormément parce qu'il était tout pour moi. À chaque lendemain de la fête d'Achoura, le cimetière de Yoff reçoit beaucoup de visiteurs. Un moment de recueillement pour eux. Nyanya Dioufnian, après le déclassement du quartier Mbour 4 Extension, le maire de la commune de Thiès dénonce le comportement de l'administration. Selon Babacar Diop, des politiciens se sont partagés 484 hectares au détriment des occupants qui attendent la régularisation de leurs parcelles. N'est-ce pas Isidore Alexandre Sen? Le maire de la ville de Thiès se fait l'avocat du collectif Mbour 4 Extension. Il demande aux autorités d'accélérer le processus de régularisation pour les ayants droit. Le déclassement de 84 hectares pour trouver une solution de Mbour 4 est une décision salutaire, évidemment. Cette décision vise d'abord à prendre en charge le problème des populations de Mbour 4. Nous saluons cette décision. Nous l'avons saluée. Babacar Diop note cependant beaucoup de biais dans la gestion du foncier sur cette ville en devenir. D'abord le président de la République, parce que je pense que ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, il n'est pas informé. Parce que ce n'est pas l'objectif visé aujourd'hui. On ne peut pas gérer 484 hectares, plus de 30 000 parcelles aujourd'hui, sans tenir en compte les intérêts de Thiès, sans tenir en compte les intérêts de la ville de Thiès, et mettre tout ça entre les mains de membres de l'administration véreux, politiciens véreux, aujourd'hui, qui gèrent ça pour leurs problèmes, pour gérer leurs problèmes, pour leurs intérêts personnels. Ce n'est pas acceptable. Selon le maire de Thiès, il faut rectifier le tir sur ce qui est en passe de devenir un scandale foncier. De toute cette population de Thiès, plus de 30 000 demandent à l'hôtel de ville, qui demandent des parcelles. Et pendant ce temps, vous savez ce qui se passe. Aujourd'hui à Thiès, des politiciens, des membres de l'administration, on vient nous dire, oui, des logements sociaux, et pendant ce temps, les Thiessois n'ont pas de logement. C'est inacceptable. Aujourd'hui, j'interpelle, et je pense que ce n'est pas trop tard. En tout cas, moi, personnellement, j'interpelle le président de la République. Je suis convaincu qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. On est en train de vivre un scandale foncier en direct. J'interpelle le président de la République. Je vais saisir le président de la République à travers une lettre officielle. En croire l'édile de Thiès, la ville a enregistré plus de 30 000 demandes d'attribution de parcelles à usage d'habitation, alors que seules 120 ont été mises sur la table de la municipalité, un nombre dérisoire aux yeux du maire Babacar Diop. Après les pluies de cette semaine, Keur Massar est plongé dans les inondations. Les habitants vivent un véritable calvaire. Les autorités locales accusent l'État. Selon eux, le programme de lutte contre les inondations n'a pas correctement été exécuté. Boudal Ndiaye et Cheikh Magat Mbaye. Les habitants de Keur Massar Sud ne sont pas contents après la première pluie enregistrée dans la banlieue de Dakar. Dans cette commune du département de Keur Massar, les inondations sont toujours là.
Chaque année, ça se répète. L'hivernage est très difficile ici, comme vous le voyez. Chaque année, la même situation se répète. Là où nous sommes, c'est le point le plus bas. Il y a des canalisations, certes, mais il y a toujours de l'eau après chaque pluie. Chaque année, nous vivons le même calvaire. Le chef de service technique de la commune de Keur Massar Sud, l'État, a échoué dans la lutte contre les inondations à Keur Massar. La route de Jaxaay, c'est une voie classée. La route de Jaxaay est une route classée. Les routes venaient chaque année pour voir la situation avant chaque pluie. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Si tu vois les quartiers comme Unité 5, 6, Aladji Paté et autres, il y a eu des inondations. C'est parce que justement l'État n'a pas fait correctement son travail. La mairie n'attend rien des autorités. Nous allons essayer tant bien que mal à aller vers les gens pour les soulager. Nous ferons de notre mieux pour que les populations soient dans de meilleures conditions en cette période d'hivernage. Après la première pluie enregistrée à Dakar, la commune de Keur Massar Sud vit déjà la hantise des inondations. Les habitants de la commune alertent l'État. Le président du Conseil économique, social et environnemental, par ailleurs maire de la commune de Boki-Dialoubé, au chevet des familles des victimes de l'accident tragique survenu à Ngensar, Abdoulaye Daouda Diallo, promet d'assister ces familles. Je vous propose de l'écouter. Il est ici au micro de nos correspondants permanents Louga, Sekou Diallo et Kharadjam. Aujourd'hui, bien évidemment, donc, il était de mon devoir de venir moi-même partager ces douleurs avec d'abord les familles des décédés. J'ai déjà dépêché les équipes, en tout cas au niveau de la commune, pour se rendre dans les différents villages. Et il est de mon devoir aussi de venir ici, donc voir les malades, leur rendre visite, mais aussi voir dans quelle mesure on pourra continuer quand même à les prendre en charge du point de vue médical. Les témoignages ont été unanimes à ce niveau. En tout cas, les parents que j'ai trouvés ici m'ont confirmé que l'État a fait ce qu'il devait faire. Bien évidemment, je pense que c'est quand même des choses à l'avenir qu'on devra éviter. Parce qu'il nous a été rapporté que c'était un bus quand même d'une contenance de 60 places qui en définitive avait plus de 76 passagers disons à son bord. Donc ça veut dire que c'est une surcharge inacceptable et je pense qu'à ce niveau on devra davantage veiller à ce que pareille situation ne se reproduise. À notre niveau en tout cas, j'ai vu tous les malades et je remercie le corps médical effectivement donc de cette prise en charge aussi avec beaucoup de professionnalisme. En tout cas, les parents que j'ai trouvés sur place sont réconfortés. Le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire a réceptionné 89 véhicules et 54 motos destinés aux régions et aux départements. C'est dans le cadre du programme de la compétitivité de l'agriculture et de l'élevage. Une vieille doléance qui vient d'être satisfaite selon le ministre de l'Agriculture, Ali Ngoundiaye, que je vous propose d'écouter. Il est interrogé par Babacar Seck. On a fait des tournées, on s'est rendu compte qu'au niveau départemental comme au niveau régional, les services ont des problèmes de locomotion. Normalement, c'est un programme qui comprend 89 véhicules et également 54 motos. Et les 89 véhicules devraient permettre l'équipement des 14 directions régionales et des 46 services départementaux. Je pense que déjà ça leur permettra de souffler, de pouvoir circuler. Il y a également les autres services, notamment la DPV, également qui en a, l'ANCAR, toutes les autres directions du ministère. Je pense que c'est une vieille doléance qui est aujourd'hui réglée. D'ailleurs, on n'a même pas voulu attendre compte tenu déjà de l'arrivée de l'hivernage, que tous les 89 véhicules déjà disponibles à Dakar soient immatriculés. C'est en cours. Nous avons déjà réceptionné les 23 et j'ai demandé que les directeurs qui sont surtout les plus éloignés et également les chefs de service qui sont éloignés viennent d'abord chercher leur dotation et au fur et à mesure, on va leur remettre le reste. Et puis dans la région de Saint-Louis, les producteurs de riz de ARLAO ont repris du service grâce à un appui de la SAED et de la Fondation du port autonome de Dakar. Ils étaient en chômage technique depuis 2020 à cause d'un endettement. Momar Alissignan et Mokhtar Seck.
À l'arrêt depuis 3 ans, les producteurs de riz de Aérelao reprennent du service en cette campagne d'hivernage 2023 grâce à l'appui de la Fondation Port Autonome de Dakar et la SAED. Le protocole qui a été signé avec ces GIE rentre dans le cadre du financement pour permettre à ces GIE en fait, de pouvoir profiter du financement de la LBA qui est un partenaire financier du projet. Il y a également un moratoire qui a été fait avec la Sénélec pour permettre également la reprise des activités de la station de pompage en fourniture d'électricité. Par rapport à ces deux aspects du projet, la Fondation du Port Autonome de Dakar, à travers son président du conseil de fondation, M. Muntagassi, et l'administrateur général, ont bien voulu accompagner ces 19 GIE pour qu'ils puissent en fait procéder à la relance et à la redynamisation de leurs activités. Présentement, il y a un objectif de 744 hectares qui a été défini par les producteurs en termes de mise en valeur. Présentement, on attend les résultats du comité de crédit d'ici quelques jours et que je pense que l'activité agricole se fera dans de très bonnes conditions. Ces producteurs rizicoles saluent l'appui considérable de la Fondation Port Autonome de Dakar et de la SAED qui leur apporte un large sourire. C'est à féliciter, je dis bien à féliciter, parce que l'appui ça a été dans tous les côtés. Je dis bien la SAED qui a fait par exemple 500 millions pour l'aménagement, côté irrigation, et l'appui encore de renouveler l'équipement de la station de pompage pour 3 pompes. Et les 60 millions du port autonome de Dakar, c'est important. Plus l'appui encore des producteurs, une valeur de 28 millions de francs CFA pour l'appui encore avoir un moratoire au niveau de la LBA. Donc c'est dans tous les côtés que je peux dire, il y a eu un appui total. C'est pourquoi on a eu la grande chance d'anticiper la campagne. Après 3 années d'inactivité, ces riziers de Aérelao envisagent, avec l'appui de la SAED, d'emblaver plus de 700 hectares. Moment Ralisnian, pour accéder à la souveraineté alimentaire en Afrique, il faut assurer la sécurité foncière des femmes et des jeunes, selon le directeur exécutif de Sicodev Afrique. Pour Amadou Kanouté, l'Afrique peut produire les produits importés si l'accès à la terre est facilité pour les femmes et les jeunes. Amadou Kanouté, que je propose d'ailleurs d'écouter, il est ici au micro de Cher Sall et de Selman Diallo. Personne ne va investir dans une terre en se disant les investisseurs vont venir me prendre la terre demain. Donc la première question fondamentale, c'est d'assurer la sécurité foncière des femmes, des jeunes, sur les terres sur lesquelles ils sont en train de travailler. Ça, c'est un facteur crucial si nous voulons que l'agroécologie puisse se mettre en place, parce que ces femmes, ces jeunes, on est à mesure de leur donner les outils pour développer l'agroécologie, régénérer les sols avec des techniques simples, pourvu qu'ils se sentent sécurisés sur leur terre. Aujourd'hui, le Sénégal importe entre 400 et 600 milliards de francs CFA de produits alimentaires qui peuvent être produits localement. C'est le blé, c'est les pommes de terre, c'est le lait. Tous ces produits peuvent être faits ici. Mais malheureusement, nous en sommes à aller chercher ces céréales à l'extérieur, ces produits agricoles à l'extérieur. Et puis après la chute de Mohamed Bazoum, des ressortissants nigériens établis au Sénégal dénoncent le coup d'État. Selon eux, le coup de force n'est pas la solution. Ils soutiennent d'ailleurs le président déchu. Ami Diouf et Silignan ont rencontré ces ressortissants. Libérez notre président, libérez Bazoum, c'est Bazoum. C'est par ces mots que ces ressortissants nigériens ont manifesté leur mécontentement face à la situation actuelle au Niger. Trouvé à côté du stade Iba Mar Diop, ce guérisseur traditionnel qualifie cet acte d'agression plutôt que d'un coup d'état militaire. Ce qui est passé au Niger, moi, nous, on n'est pas contents à ça. Nous, les étrangers, ils ne sont pas contents. Même aujourd'hui, on a réunion à l'ambassade, tout le monde, tous les Nigériens, la partie là-bas. Nous, on n'est pas contents. Non, à cause de ça, c'est pas coup d'État, c'est agressé, c'est voleur, ce qui sont les Kébessa. Le Niger était bon prédisant en Afrique. C'est pas Niger seulement, tous les Afriques, tous les mondes,
elle aime les Bazoum. Les Bazoum, là, c'est président. Toujours c'est président. Elle continue, président. C'est ça qu'on a voulu. Mohamed Bazoum menait le pays vers le développement, mais tout est en train de changer dans le mauvais sens. C'est le point de vue de ce jeune Nigérien. En tout cas, ce que ça passe, nous, on n'est jamais content à ça. On n'est jamais content à ça. En tout cas, libérer notre président Mohamed Bazoum. On n'a pas besoin de coup d'État maintenant. Niger, ça a commencé de changer maintenant, alhamdulillah. Il a commencé de changer les visages. En tout cas, nous, on ne fait pas besoin de coup d'État. Notre parent qui sont là-bas, on a gâté notre voiture, on a gâté notre maison, notre bureau. Nigérien établi au Sénégal, ce vendeur de moto reconnaît une situation chaotique, mais pour lui, un coup d'État n'est pas la solution. Je me dis que le coup d'État n'est pas en soi une solution pour endiguer les questions d'injustice, le problème social qui prévoit là-bas au pays. Donc je me dis que pourquoi ne pas lui laisser le temps et de saisir l'occasion des échéances électorales pour les sanctionner, même si sanction il y a. C'est vrai, il faut l'affirmer, il faut l'affirmer. Moi j'étais au pays et il y avait de cela une semaine. C'est vrai, le mal est profond, mais cela ne justifie pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, l'armée doit se mettre en fait de ce rang républicain. Ces Nigériens établis au Sénégal expriment leur soutien à Mohamed Bazoum. Ils appellent à la libération rapide de leur président, qui est en ce moment entre les mains des militaires. Ami Diouf, le sommet Russie-Afrique a baissé ses rideaux ce vendredi à Saint-Pétersbourg. Le président de la Fédération russe et celui de l'Union africaine ont fait une déclaration conjointe. Ils prédisent un avenir... Excusez-moi. Ils prédisent un avenir radieux de la coopération entre la Russie et l'Afrique. C'est que c'est dit. Monsieur le Président, il nous faut bâtir des mécanismes adéquats et pragmatiques. Des mécanismes donc d'investissement, de financement et de partenariat. On aura remarqué que je ne parle pas d'aide, parce que je ne crois pas en l'aide en réalité. Et pour répondre à notre jeune frère, notre cadet, capitaine Traoré. Après 2 jours d'échange, la Russie et l'Afrique se redonnent la main pour développer leur partenariat basé sur les relations de l'amitié et la coopération diversifiée. Il a été prévu d'instaurer un nouveau mécanisme permanent russo-africain pour coordonner nos décisions dans la sécurité et de prendre des décisions en matière de la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme, pour parler de la suffisance alimentaire, des technologies d'information, le non-déploiement des armes dans l'espace et le changement climatique. Il est à noter que nos partenaires africains ont exprimé beaucoup d'idées très utiles et très constructives. Et bien évidemment, nous allons en tenir compte. Le président russe a encore réitéré son engagement d'accompagner le continent africain pour développer les secteurs de l'énergie, l'éducation et la technologie. Nous allons vous aider à développer l'énergie pour satisfaire les besoins des économies des pays africains, satisfaire les besoins en hydrocarbures et en capacité de la production d'électricité. Il s'agit non seulement des sources d'énergie traditionnelles, mais aussi des sources d'innovation. Nos entreprises sont prêtes à fournir à nos amis africains des technologies appliquées dans de tels domaines comme la gestion étatique, les secteurs bancaires et autres secteurs d'économie. Plusieurs accords et promesses qui doivent être mis en œuvre avant le prochain sommet prévu dans 3 ans, selon le président de l'Union africaine. Lors de ce sommet, on a dit qu'il faut mettre en place un mécanisme qui fasse en sorte que le prochain sommet qui aura lieu, on fasse le point de ce qui a été fait, qui n'a pas été fait. Pourquoi ça n'a pas été fait, voir comment corriger. On a montré les potentialités dont dispose l'Afrique. Et que c'est le moment effectivement de les capitaliser dans l'intérêt de l'Afrique et de notre partenaire, la Russie. C'est-à-dire, comment faire en sorte que maintenant, les potentialités, on les industrialise, on les transforme pour essayer d'exporter un produit fini avec une valeur ajoutée. L'UA compte poursuivre sa médiation pour lever les sanctions contre la Russie pour ce qui concerne l'exportation des céréales via la mer Noire, mais également pour un cessez-le-feu définitif entre la Russie et l'Ukraine. Sékou Seydi, l'Afrique n'est pas en Russie pour manger
Des propos donc tenus par le président de la République lors de son allocution devant les chefs d'État africains et le président Vladimir Poutine. Selon le chef de l'État, l'Afrique a également beaucoup à offrir à ses partenaires. Toute coopération doit se faire, selon lui, à égale dignité. Je propose d'écouter le chef de l'État. Monsieur le Président, il nous faut bâtir des mécanismes adéquats et pragmatiques. Des mécanismes donc d'investissement, de financement et de partenariat. On aura remarqué que je ne parle pas d'aide, parce que je ne crois pas en l'aide en réalité. Et pour répondre à notre jeune frère, notre cadet, capitaine Traoré, président du Faso, l'Afrique, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour mendier. Tout comme nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main. Nous travaillons pour un partenariat d'égale dignité entre les peuples. C'est le même discours qu'on tient à Dakar, ici à Saint-Pétersbourg ou à Washington. Donc je pense que le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité. Et ce combat, il transcende les générations. Je suis très heureux, moi, d'être à côté du président Museveni ou du président Denis Sassou Nguesso, qui ont été pour l'un des combattants de la liberté, pour d'autres, des modèles de résilience. Et chaque génération a son combat à mener. Le nôtre, c'est de combattre d'abord le terrorisme qui est en train de gangréner notre continent. Mais aussi, c'est de travailler pour le développement de notre continent. Le président de la République estime d'ailleurs que la lutte contre le terrorisme en Afrique doit être la priorité. La coopération entre la Russie et l'Afrique pour le chef de l'État, c'est une urgence. Il invite d'ailleurs la Russie et les partenaires donc à mutualiser leurs forces. Des propos donc tenus lors du sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg. Comme je le disais donc en cette édition, le sommet a baissé donc ses rideaux. Et puis, cette dernière information, Ousmane Sonko, leader de PASTEF, placé en garde à vue. Il est poursuivi donc pour vol de téléphone et appel à l'insurrection. Pour rappel, le leader de PASTEF a été arrêté cet après-midi à son domicile. Le procureur de la République, d'ailleurs, a fait un communiqué pour revenir sur les circonstances de l'arrestation du leader de PASTEF. D'après le procureur, donc, il a été relevé à l'encontre du 6 Ousmane Sonko des actes et déclarations écrits, images et manœuvres sur plusieurs supports et en diverses circonstances. Donc, des éléments lourds de conséquences sur l'ordre public, l'intégrité des personnes et des biens qui sont donc consécutifs, d'après le procureur, des faits pénals répréhensibles. Retenez donc, Ousmane Sonko a été arrêté et placé en garde à vue. C'est l'information principale de cette édition. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.